Mathieu Bock-Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bock-Côté. Troisième nuit d'émeute en Nouvelle-Calédonie. Le bilan est très lourd, quand même 4 morts. Il y a un gendarme qui est mort de manière accidentelle également. De Montréal, je rejoins à Paris Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Bonjour. Et là, on va déployer l'armée. Ouais, alors c'est assez en fait, j'ai pas l'habitude de chroniquer sur la Nouvelle-Calédonie en général, pas à Paris puis encore moins à Montréal, mais là c'est qu'on est devant des événements qui sont intéressants, je dirais, intellectuellement, ça nous en dit sur la manière qu'ont les différentes familles politiques de répondre aux événements. Donc derrière les présentes émeutes, il y a un enjeu, c'est la réforme du collège électoral en Nouvelle-Calédonie. En 1998, je me trompe pas, quand il y a eu des accords constitutionnels qui ont été faits, on avait dit, bon, la Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'elle va devenir indépendante ou non? Il y aura 3 référendums sur la question. Puis pour éviter que ce qu'on pourrait appeler les Kanaks, en fait, les Calédoniens de souche, pardonne la formule, soient débordés par l'immigration française, eh bien, on a réservé le droit de vote à ceux qui avaient déjà le droit de vote en 98, si je me trompe pas, et à leurs descendants. Puis ceux qui arrivaient après sur l'île n'avaient pas le droit de vote. Donc, il y a eu 1 référendum, 2 référendums, 3, aux élections dites provinciales, pas aux élections françaises en général. Donc là, il y a eu un référendum là, qui a été perdu le premier, le deuxième aussi, le troisième s'est contesté, c'est un peu autre chose. Mais sur le fond des choses, donc l'enjeu, c'est la composition du corps électoral. Est-ce que c'est réservé aux Kanaks de souche ou est-ce que c'est tous ceux qui habitent sur l'île? Là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une volonté de réforme constitutionnelle pour réformer le corps électoral, pour dire non, mais tous ceux qui habitent sur l'île devraient avoir le droit de vote, notamment les populations immigrées, mais de la métropole, c'est-à-dire les Français qui arrivent en Nouvelle-Calédonie, devraient aussi avoir le droit de vote. Et là, il y a des émeutes en Nouvelle-Calédonie en disant non, mais là, on va perdre le pouvoir sur notre existence politique. On veut pas se laisser dissoudre par ces populations blanches européennes qui arrivent et qui risquent de nous mettre en minorité chez nous. Donc, on veut geler le corps électoral tel qu'il l'était. On ne veut pas le modifier pour l'ouvrir à tous ces Européens qui pourraient arriver. Et là, il y a la gauche française qui s'en mêle et c'est assez amusant, qui dit « Les Kanaks ont tout à fait raison de s'opposer à cette réforme du droit de vote. Il ne faut pas permettre à cette immigration massive potentielle d'Européens de noyer les Kanaks chez eux, qu'ils deviennent minoritaires chez eux. Les Kanaks, c'est un peuple historique qui a son droit à son identité, droit à sa culture, qui a le droit de ne pas se laisser dissoudre dans des vagues migratoires immenses qui pourraient le déstabiliser. » Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est que lorsqu'elle parle en Europe, la gauche dit le contraire exactement. En Europe, la gauche dit les peuples, ça n'existe plus, il y a des sociétés multiples, multiculturelles. En Europe, la gauche veut donner le droit de vote aux élections municipales à ceux qui sont même pas citoyens, sous prétexte que si quelqu'un habite sur le territoire, déjà, il devrait pouvoir participer à la vie politique et nationale. De la même manière, en Europe, on définit la nation strictement en termes civiques et juridiques, alors qu'en Nouvelle-Calédonie, là, la gauche elle-même, la gauche française, définit la nation en termes quasiment ethno-raciaux. Si vous n'êtes pas dans la bande depuis toujours, vous n'en serez jamais. Alors, pourquoi je parle de tout ça, évidemment, là, tu me vois venir, c'est que je trouve intéressant de voir de quelle manière une philosophie politique, une famille de pensée, selon le lieu où elle se trouve, adapte ses principes au point de les retourner complètement. Je note, soit dit en passant, parce qu'il y a eu 2 référendums. Le 3e référendum sur l'indépendance qui a eu lieu en 2021 est un échec. Il a été boudé par les indépendantistes qui l'ont boycotté, mais les 2 premiers ont eu lieu. Et le non à l'indépendance l'avait emporté par une marge significative, mais pas écrasante. Or, un chroniqueur très important en France dit, à propos de ce référendum, le résultat aurait dû être autre, mais il y avait déjà, à l'époque, trop de Français, entre guillemets, dans le corps électoral, qui s'était infiltré dans le corps électoral alors que le poids des Calédoniens de souche avait été déjà trop diminué, finalement. Mais moi, j'entends ça, j'entends quelqu'un dire, c'est vrai qu'on a été battu. Mais dans le fond, par quoi? Par du vote ethnique européen. Donc, c'est une espèce d'écho de phrases historiques qu'on a déjà pu entendre dans d'autres circonstances, mais c'était très condamnable chez nous.
Et c'est pas, puis alors, je précise que par ailleurs, chez nous, le droit de vote était distribué très généreusement. Et là-bas, alors que c'était bloqué depuis longtemps, la référence au vote ethnique qui vient paralyser un résultat électoral est condamnée vigoureusement. Alors, je ne me prononce pas sur le contenu de la querelle qui me semble d'une complexité inouïe, mais je voulais simplement montrer comment des gens qui ont des principes quelque part sont prêts à les retourner complètement pour peu qu'ils se déplacent. Vérité en deçà des Pyrénées n'est pas nécessairement vérité au-delà des Pyrénées, comme disait l'autre. Eh bien, selon l'endroit où on est sur la planète, on peut avoir des principes ou des principes contraires. Je trouvais que c'était intéressant de le mentionner. Les images qui ont fait le tour du monde, Mathieu, cette tentative d'assassinat sur le premier ministre slovaque. Ouais, alors ça, c'est assez important parce que le premier ministre slovaque, donc, qui est une figure, si on le classait politiquement, on dirait que c'est un populiste. Hein, il s'est fait élire, d'ailleurs, il y a des positions sévères sur l'Union européenne, il y a des positions ambiguës, pour le dire ainsi, sur l'Ukraine et la Russie, des positions très fermes sur l'immigration. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben hier, tentative d'assassinat contre le premier ministre slovaque qui, à ce qu'on en comprend pour l'instant, va s'en tirer, mais une balle qui a touché l'abdomen. Là, il y a une condamnation du geste, évidemment. Mais on isole le geste comme s'il s'agissait d'un geste qui n'avait pas de portée plus large, alors que ce qu'on en comprend pour l'instant, j'insiste pour l'instant, le tireur est un écrivain de gauche qui dénonçait le populisme du premier ministre. On verra si c'est confirmé dans les prochains jours, mais pour l'instant, c'est ça. Eh bien, pour l'instant, je trouve qu'on me donne très peu d'écho à la signification politique de ce geste. Mais si, inversement, un leader progressiste avait été attaqué par un écrivain qui avait un pistolet lui aussi et qui déciderait de s'en prendre à un leader progressiste, donc un militant populiste s'en serait pris à un écrivain, un premier ministre progressiste, là, on aurait des manifestations. Non, ben, évidemment. Et là, ça serait, genre, l'extrême droite mondiale se révèle pour être capable d'abattre un premier ministre qui incarne la démocratie. Je trouve, parce que c'est un peu le thème du jour, qu'on est encore une fois dans le deux poids, deux mesures. Je veux dire, la violence politique est condamnable en toutes circonstances. Même au Québec, je me permets de ramener ça chez nous un instant. On a tous été horrifiés par l'attentat de la mosquée de Québec en 2017. On avait tous le cœur brisé. Des compatriotes s'étaient fait descendre, ainsi de suite. Mais on avait traité ça comme un événement politique qui en disait beaucoup sur le Québec. Quand il y a eu l'attaque du Métropolis, on a traité ça comme un fait divers qui n'avait aucune portée politique et symbolique et ainsi de suite, alors que le type revendiquait explicitement son désir d'en finir avec les séparatistes en disant les Anglais se réveillent. Bon. Et là, on avait traité ça comme un fait divers psychiatrique qui n'avait pas de portée politique. Comment expliquer notre deux poids, deux mesures qui est si souvent au cœur du discours public? C'est comme je dis, c'est un peu la trame de fond de la chronique d'aujourd'hui. Oui, puis Mathieu, ben ça aussi, les réactions sont nombreuses. Le tribunal qui a rejeté la demande d'injonction de McGill, les campeurs pro-palestiniens ont le droit d'être là et vont pouvoir rester tant qu'ils le veulent, visiblement. Alors, moi, la liberté d'expression, tu le sais, j'en suis absolument, mais je confonds pas la liberté d'expression avec le droit de squatter une propriété qui n'est pas la sienne. C'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, il y a des militants d'extrême gauche, des islamo-gauchistes pour plusieurs, qui s'emparent d'un bien, qui disent que ça leur appartient pour l'instant, ils privatisent quelque chose qui ne leur appartient pas, ils décident non seulement d'y installer leur tente, mais d'en faire un campement durable. La police n'est pas en droit de faire respecter le droit de propriété de l'Université McGill dans les circonstances. Apparemment, c'est un droit qui ne compte plus. Imagine si le campement en question avait été fait par des gens de la tendance de la meute. Tu te souviens, ce groupuscule là, des fin des années 2010, début 2020, s'ils avaient décidé de faire un campement pour je sais pas quelle raison, ils avaient leur cause, est-ce que tu crois qu'on aurait eu droit à une telle clémence des autorités? Bien sûr que non. Et heureusement, les autorités auraient fait respecter le droit, mais apparemment, il y a des causes qui sont tellement importantes qu'elles se dérobent à la rationalité juridique ordinaire et à la rationalité même ordinaire. Deux poids, deux mesures. Hein? On dit au Québec, ce qui est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou, mais manifestement, ce n'est pas ainsi qu'on voit les choses. Et je trouve que, à travers ces trois événements que je t'ai proposés de manière un peu pêle-mêle dans la chronique d'aujourd'hui, je trouve que ça en dit beaucoup, finalement, sur l'honnêteté intellectuelle relative de ceux qui participent souvent au débat public, hélas. Ben, puis Mathieu, regarde là, ce qui s'est passé dans un autre campement, celui de l'UQAM, là. Quand notre collègue journaliste Yves Poirier demandait à quelqu'un qui était là, ils viennent d'où les clôtures? Ah non, mais là,
Ça vient de la terre. On les a, C'est on les a pas- volés à la terre. on les Le a droit de volés à la propriété terre. n'existait plus. Oui, mais Non. si, moi, j'ai adoré cette scène-là, mais moi, si j'avais volé les culottes du bonhomme, en disant, ben, ça appartient à la terre aussi, puis pourquoi ça t'appartiendrait plutôt que ça m'appartiendrait? Ah, et là, est-ce qu'il aurait dit, non, là, c'est mes culottes, c'est à moi. Ah, le droit de propriété, c'était bon pour ses culottes, mais c'est pas bon pour les clôtures qui valent très, très cher d'un entrepreneur. Lui, c'est un sale capitaliste qui paye. 2 poids, 2 mesures, tu dis, hein? Pas mal ça. Absolument. Hey Mathieu, bon épisode à toi. Bye bye.